Aujourd'hui, je vais vous parler de la castration. C'est pas un sujet facile parce que c'est un sujet qui suppose la mutilation du corps. Et ça, c'est le truc absolument horrible. On ne veut pas voir ça, on ne peut pas supporter ça. C'est pour ça que c'est très profondément refoulé. Je sais très bien que quand je parle de la castration à des gens qui n'ont pas fait une analyse pour eux-mêmes, ça leur paraît une idée complètement à la masse. Et pour d'autres qui ont fait une psychanalyse, voire même qui sont analystes, il y en a qui disent non, mais ça, c'est les vieux trucs de Freud, il y a longtemps qu'on a dépassé ça. Bon, moi, je ne peux que les croire, hein. La psychanalyse, c'est cette discipline qui donne la parole au sujet. Si un sujet dit la castration, ça n'existe pas, je ne peux que le croire, sincèrement. Ceci dit, moi, ce que je crois, c'est que pour moi, c'est vrai, et que pour mes analysants, ils le découvrent, pour la plupart, et donc, pour moi, c'est un universel. Surtout que je le trouve dans les contes et légendes de tous les pays du monde. Mais ça, on y viendra dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer simplement comment je la découvre à travers des rêves. Alors, comme pour le DIP, il faut faire cette distinction de la vérité en référence à la réalité et la vérité en référence au fantasme. Parce que pour les scientifiques, il y avait encore récemment une émission sur France Culture à propos de la vérité, et tout ce que disaient tous les gens qui étaient là, les philosophes comme les scientifiques, c'est que la vérité, c'était ce qui était conforme à la réalité. Eh bien, pour la psychanalyse, pour l'inconscient, puisque la psychanalyse traite de l'inconscient, la vérité n'est pas forcément conforme à la réalité. Il y a une vérité du fantasme. Hein. C'est ce que je disais déjà pour le complexe d'Oedipe. Hein. Ce n'est pas une réalité, c'est un fantasme. Parfois, ça devient une réalité, pour ce qui est du complexe d'Oedipe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un inceste réalisé dans la chair. Ça existe. Mais pour tout le monde, ce n'est qu'un fantasme. Et pour la castration, c'est pareil, d'autant que la castration, c'est la punition du complexe d'Oedipe. Parce que j'ai tué mon père et que j'ai couché avec ma mère, le prix à payer en sera la castration. C'est ce qui arrive donc avec Oedipe, qui a une castration transformée par déplacement vers le haut, puisqu'il se crève les yeux. Les yeux, c'est ce qui voit la différence sexuelle. En se crevant les yeux, il ne voit plus la différence sexuelle. Donc c'est une castration. Et souvent, la castration se signe de mal aux yeux, justement. Je l'ai vécu personnellement moi-même, où pendant des années, j'ai eu des migraines dites ophtalmiques, c'est-à-dire que j'avais mal derrière l'œil, là, surtout l'œil gauche. Parfois, ça pouvait être l'œil droit, mais c'était rare. Et c'était absolument épouvantable. Bon, j'en avais pas très souvent, 2 ou 3 par an, mais du jour où j'ai compris ce dont il s'agissait, il ne s'agit pas toujours de la castration comme telle, il s'agit d'un conflit. Quand j'ai un conflit dans la tête que je ne veux pas voir, eh bien, j'ai mal à l'œil. Ben, le conflit fondamental et essentiel, c'est il y a une différence des sexes. Et comment expliquer ça? Alors, bien sûr, la science explique ça en fonction d'une vérité conforme à la réalité. C'est-à-dire que les femmes ont un appareil sexuel tout à fait bien constitué, avec utérus, ovaires, trompe, etc., vagin. Tout ça fonctionne parfaitement. Il ne manque rien aux femmes sur le plan de la réalité. Mais les enfants, lorsqu'ils découvrent la différence des sexes, l'idée qui leur vient immédiatement, c'est parce qu'on l'a coupé. Les enfants vivent dans un environnement où on passe notre temps, nous les adultes, à leur dire fais pas ci, fais pas ça, fais pipi dans le pot, fais caca dans le pot, mange correctement, ne te penche pas à la fenêtre, etc., etc. Ils sont sans arrêt dans les interdits.
Et un des interdits, c'est arrête de pleurer parce que je m'en vais, et dors dans ton lit, ne viens pas m'embêter à coucher dans le mien, parce que dans le mien, j'ai une autre partenaire. Et si une mère dit, ben, ne viens pas dans mon lit, parce que dans mon lit, il y a ton père, ou un autre partenaire, après tout, les choses peuvent changer. Mais bref, ça fait partie des interdits de la vie quotidienne, dont le fondement est celui-là, de ne pas coucher avec maman, ni avec papa d'ailleurs. Hein. Et ça se déplace, ça se manifeste donc par tous ces interdits de la vie quotidienne qu'on est obligé de mettre à un enfant. Sinon, il en meurt, il peut en mourir. Et donc, lorsqu'il transgresse un interdit, l'enfant est parfois puni, ça arrive, mais souvent réprimandé, en tout cas rappelé à l'ordre. Et dans son imaginaire à lui, l'enfant, il se dit, s'il est une petite fille, ah, c'est pour ça qu'on me l'a coupé. Et un petit garçon se dit, ah, je risque donc ce qu'on me le coupe la prochaine fois. Ce sont des pensées extrêmement volatiles, extrêmement fugaces, qui sont immédiatement refoulées. Elles sont immédiatement refoulées parce que c'est terrible. C'est comme si on vous disait au conscient, on va vous couper un membre. C'est pas pour rien que le zizi s'appelle aussi un membre. Hein. C'est une mutilation. Donc c'est horrible, et c'est aussi, la pensée est aussitôt refoulée, et c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas. Alors il était peut-être beaucoup plus courant autrefois de dire attention, si tu fais pipi partout, on va te couper le zizi. C'est difficile de le dire aux filles, mais on le disait aux garçons. Maintenant peut-être qu'on ne le dit plus. Peut-être une influence de la psychanalyse qui a bien fait de ce côté-là, parce que effectivement, c'est pas la peine de rendre les choses encore plus compliquées et encore plus difficiles à vivre de cette façon-là. Puisque de toute façon, c'est là, même si on ne le dit pas. Ce qui le dit, c'est le fait de voir la différence sexuelle. Ce que les enfants voient toujours un jour ou l'autre. Hein. On se dit toujours, on va prendre un bain avec l'enfant, ça me fait gagner du temps, je prends mon bain en même temps, et je joue un peu avec lui dans le bain. Bon, ce sont des façons de faire bon, un peu modernes, mais qui permettent à l'enfant de se rendre compte de la différence sexuelle. Et on pense qu'il n'est pas traumatisé du tout, mais il l'est. Il l'est parce qu'on s'en aperçoit dans les rêves des adultes. On s'en aperçoit aussi dans les phobies des enfants. Pourquoi les enfants ont-ils peur du noir ? Ben, quand ils ont peur du noir, ils appellent et ils demandent que maman couche avec eux. C'est tout simple. Pourquoi ont-ils peur qu'il y ait quelqu'un, un brigand caché sous le lit ou qui va rentrer par la fenêtre, etc. Hein, ça, c'est une peur de l'inceste. Et en même temps, ça leur permet de dire j'ai peur, reste avec moi. Permets-moi d'aller dans ton lit. Vous voyez le circuit que ça suppose. J'ai peur de ce que finalement je désire. Évidemment, je ne peux qu'avoir peur de ce que je désire si la sanction, c'est une mutilation aussi terrible que la castration. Alors là, je fais bien des généralités, et comme je disais tout à l'heure, je ne peux que croire les gens qui me disent « Ah mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne », parce que je respecte toute particularité. Ça, c'est l'éthique fondamentale du psychanalyste. Et encore une fois, je n'en fais une généralité que, comme on dit en science, jusqu'à preuve du contraire. Et chaque fois que quelqu'un me dira ah bon non, pour moi c'est pas comme ça, je le croirai parce que oui, c'est une preuve du contraire. Pour lui, puisque pour moi j'ai la preuve que ça marche. Donc c'est ça qui est important de saisir en psychanalyse, c'est ce respect de la particularité, de la singularité de chacun. Ça ne m'empêche pas, moi, de penser, encore une fois, que c'est une généralité. Hein. Et j'ai le droit de le penser, je m'en explique, et puis voilà, et je respecte les pensées contraires. Alors, pour moi, la première fois que j'ai compris ça,
Je devais avoir 30 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai fait un rêve où je voyais un manche à balai qui se recouvrait lentement d'une couche de peinture rouge, suivie d'une couche supérieure de peinture bleue. Ou alors c'était l'inverse, le bleu sur le rouge, ça n'a pas d'importance. Mais le manche à balai, il était tout seul comme ça, comme suspendu dans l'espace. Et là, j'ai compris que oui, c'était un zizi qui était coupé. Et que la peinture signifiait l'esthétique, c'est-à-dire les belles choses avec lesquelles je recouvrais cette idée que le manche à balai était tout seul, c'est-à-dire coupé d'un corps. C'est-à-dire que je recouvrais avec de l'esthétique la castration. C'est pour ça que je préfère les femmes belles que les femmes qui ne le sont pas, parce que la beauté me permet, comme une peinture, de voiler la castration. Je repeins avec des choses belles. Ce qui amène à une injustice fondamentale, évidemment, puisque je trouve belles certaines femmes et pas d'autres, ce sont mes critères, d'autres ont d'autres critères, mais moi j'ai besoin de ce critère pour désirer une femme. Et ce qui fait que elles ne sont pas toutes au même niveau. Alors, finalement, heureusement, en ce qui me concerne. Maintenant, heureusement que tous les goûts ne sont pas les mêmes. Bref, c'est ce jour-là que j'ai compris que moi aussi, j'étais atteint de ce qu'on appelle l'angoisse de castration. Mais pas trop angoissé, puisque la peinture me permettait justement de voiler cette angoisse. J'en profite pour dire ici que toute angoisse, si on la décortique, revient à une angoisse de castration. D'où l'importance de comprendre ce qu'il en est de cette petite difficulté. Et puis, ce que je voudrais, c'est vous faire comprendre à travers différents rêves quelle multiplicité de formes ça peut prendre. Par exemple, dans un rêve que j'ai fait récemment, et dont j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente sur le complexe d'Oedipe, j'ai rêvé d'un arbre qui s'abattait sur ma grand-mère. Deux interprétations, c'est la castration, un arbre qui se coupe, qui tombe, il tombe sur ma grand-mère, c'est comme si je tombais sur ma grand-mère, c'est le complexe d'Oedipe à l'égard d'une grand-mère. Je me couche dessus, voilà. Mais j'avais insisté sur cette interprétation-là dans le précédente vidéo. Maintenant, je ne peux que constater que oui, il y a un arbre coupé, c'est une castration. Dans un autre rêve, également très récent, il y a un avion qui tombe, qui se crache, et en se crachant, la queue de l'avion se coupe, se retourne, et va frapper une femme. Ah oui, la queue de l'avion, et l'avion lui-même, déjà, ça a une forme phallique, et puis quand la queue est coupée, c'est encore plus une castration, et si cette queue coupée va frapper une femme, c'est pour me dire que, oui, les femmes sont castrées. Bon, encore une fois, c'est du fantasme, les femmes ne sont pas castrées du tout. Hein. On n'obtient pas une femme en lui coupant le zizi, c'est clair. Mais dans le fantasme d'enfant, hein, l'inconscient, c'est l'infantile en nous. Donc dans le fantasme de l'enfant, c'est comme ça. Voilà pourquoi on peut y avoir accès, c'est-à-dire en décortiquant les couches du refoulement. Hein. Autrement, on n'y a pas accès directement comme ça, évidemment. Autre rêve, je commence à ressentir un tremblement de terre. Je suis dans un bâtiment, et tout de suite, la peur me prend, peur du tremblement de terre. Et je dis, il faut sortir vite, vite, vite. Et on descend les escaliers, on s'apprête à sortir. Et à ce moment-là, je m'aperçois qu'au-dessus de la porte d'entrée, il y a un auvent en béton qui déborde donc de la façade de la maison. Et avec les tremblements que la maison est en train de subir, cet auvent risque de s'abattre. Donc on ne peut pas sortir. Ça serait trop dangereux. Bon, finalement, je pense qu'il vaut mieux prendre le risque et sortir à toute vitesse pour éviter l'effondrement de ce truc, mais aussi l'effondrement de l'immeuble dans son entier. Alors je comprends évidemment que ce qui dépasse de la façade, c'est comme ce qui dépasse d'un corps, c'est le phallus. Il risque de s'effondrer à cause du tremblement de terre. Tremblement de terre, je peux l'entendre comme un acte sexuel, une masturbation, quelque chose qui le met en jeu par des tremblements,
Et le prix à payer de ça, ça risque d'être la castration. D'où la peur que j'ai du tremblement de terre, donc de l'effondrement de la maison, se traduit en c'est donc l'angoisse de castration. Vous voyez que le rêve, c'est-à-dire le fantasme, va plus loin que le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire ce n'est pas seulement faire l'amour avec un parent qui serait puni, mais là c'est faire l'amour tout court. Et c'est souvent comme ça que, effectivement, les gens ont des difficultés sexuelles, qu'ils ne comprennent pas d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qui fait que je bande pas, ou qu'est-ce qui fait que j'ai pas de désir, ou que je mouille pas quand je suis une femme. Euh, voilà d'où ça vient. Hein. Quand on remonte à la source de tous ces trucs, on trouve quoi? L'angoisse de castration. Parce que quand on ne bande pas, ben, on ne peut pas faire l'amour, on se l'interdit à soi-même. Quand on mouille pas, on se l'interdit à soi-même finalement. Il y a le conscient qui voudrait bien, mais l'inconscient est là, toujours pareil, l'infantile en nous, qui exagère l'interdit de l'Oedipe et qui le porte comme ça, qui l'étend à toute situation de relation sexuelle. Il y a des gens qui me disent ouais, mais enfin, cette façon de voir les choses, c'est une problématique de mec. C'est souvent les femmes qui me renvoient ça. Mais ça peut être des hommes aussi qui se veulent féministes, plus féministes que les féministes, plus modernes que les modernes. Et comme si c'était plus facile d'être un garçon et que c'était une tare d'être une fille. Alors, c'est vrai que dans la société, dans les sociétés, c'est souvent vécu ainsi. Hein. Dans les familles, lorsqu'il y a des fratries, ça je l'entends en analyse, mais tout le temps. Hein, quand il y a des garçons et des filles dans une fratrie, les garçons sont systématiquement avantagés par rapport aux filles. Hein. Ça, c'est des choses qui pourraient changer, mais c'est difficile de changer la structure inconsciente qu'il y a derrière. Hein. Je suis surtout pas en train de dire que c'est normal d'avantager les garçons, au contraire, je trouve ça dégueulasse, mais il n'empêche que c'est ce que je constate, y compris dans des familles qui se disent modernes, intellectuelles, qui ont lu de la psychanalyse, etc. Hein, par exemple, j'ai eu quelqu'un sur le divan pendant quelques années qui m'expliquait comment elle expliquait, c'était une femme, comment elle expliquait à une petite fille l'histoire de la différence des sexes. Parce que la petite fille, elle était en train de lui, justement, de lui montrer un livre pour enfants où on expliquait ça, et la petite fille disait ah oui, aux filles on a coupé le zizi. Et la femme disait tout de suite, mais pas du tout, c'est pas du tout ça. Toi aussi tu as un organe sexuel, toi aussi tu as un zizi à l'intérieur. Et elle l'expliquait, les ovaires, l'utérus, tout ça, tout ça. Vous voyez que l'expression fondamentale de la petite fille que cette femme adulte m'a retransmise, c'était bien la castration. Mais tout de suite, on recouvre ça avec des explications relatives à la réalité. Et c'est bien, il faut bien donner des explications relatives à la réalité. C'est dommage de ne pas entendre le fantasme de la petite fille qui sent justement à ces moments-là qu'il ne faut surtout pas dire, il ne faut surtout pas continuer à parler de cette histoire de castration. Hein, ça augmente le refoulement en quelque sorte. Alors je ne dis pas, encore une fois, qu'il ne faut pas donner des explications sexuelles aux enfants, mais on peut aussi, en même temps, être à l'écoute de ce que les enfants disent, même si c'est franchement pas facile à entendre. Parce que ça ravive chez l'adulte sa propre angoisse de castration, évidemment, qu'il ne veut pas voir, comme Oedipe qui se crève les yeux. Alors cette histoire que ce serait une problématique de mec, non, les femmes courent après le phallus parce qu'elles n'en ont pas un, et les mecs courent après une réassurance comme quoi ils en auraient un. Et dans mes rêves, ce qui m'a épaté, c'est j'ai trouvé un jour, c'était un rêve, j'étais dans un hangar où il y avait beaucoup de monde, et j'ai décidé d'aller à la mer, qui était pas loin, pour aller faire de la planche, du surf. Et sur le sentier qui mène à la mer, où il y a aussi beaucoup de monde, je m'aperçois que j'ai oublié ma planche à voile, ce qui est quand même un peu embêtant quand on a envie de faire du surf. Donc je retournais vers le hangar chercher ma planche de surf. J'ai compris que c'était le phallus, planche de surf égale phallus, qui permet d'aller sur la mer, c'est-à-dire sur maman, complexe d'Oedipe, que j'avais oublié, castration, dans le ventre de maman.
hein. C'est ça les rêves aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a la mer là qu'elle n'est pas aussi dans le hangar. C'est deux versions de la mer. Une, Oedipe archaïque, je suis à l'intérieur, et l'autre, Oedipe euh, de plus grand, d'enfant né, c'est surfer sur la mer, c'est-à-dire lui faire l'amour. Donc je ne pouvais pas, parce qu'il y avait cette punition d'emblée, avant même de produire l'acte, j'ai oublié la planche de surf à l'intérieur du ventre de maman, le phallus à l'intérieur du ventre de maman. C'était pas un rêve exceptionnel, disons que c'était le premier rêve dans lequel je me suis rendu compte de ce que j'ai vu après dans des centaines de rêves, cette structure d'aller chercher le phallus dans le ventre de maman. Et je l'ai entendu, ce type de rêve, chez plein de femmes. Je suis incapable de vous dire le nombre, celles que j'ai sur le divan en général et qui veulent bien produire des rêves. Tout le monde n'en produit pas. Mais la plupart en produisent quand les gens sont en analyse et donc trouvent ce genre de choses. Par exemple, me revient ce rêve qui m'a été raconté il y a très peu de temps par une femme. Elle sort d'une salle de classe où exerce une certaine professeure qu'elle connaît bien, et elle s'aperçoit, étant sortie, qu'elle a oublié son sac à l'intérieur. Donc elle retourne en rampant. Dès qu'elle est à l'intérieur de la salle de classe, elle se met à ramper. Elle retrouve son sac, mais elle s'aperçoit qu'il est vide. On lui a pris toutes ses affaires. Bon, l'interprétation est vite trouvée, à savoir que cette professeure qu'elle connaît très bien, en fait c'est un substitut pour sa maman. La salle de classe, c'est un substitut du ventre de la maman. Elle va y chercher quoi? Son sac d'école, qu'elle a oublié, comme moi ma planche dans le hangar. Et la différence entre elle et moi, c'est que son sac est vide. C'est-à-dire ce qu'elle trouve n'est pas une planche de surf, mais un sac, c'est-à-dire un organe sexuel féminin, un ventre, dans lequel il n'y a rien. On lui a volé quoi? Le phallus. Oui. Comme moi je l'ai oublié, dans d'autres rêves, c'est mon vélo qu'on a volé. J'ai entendu aussi l'histoire du vélo volé chez des femmes de multiples fois, parce que le vélo est un appareil qu'on installe entre les jambes, hein, et comme il est détachable, on peut vous le voler. Voilà. Ça, c'est une autre façon de parler de la castration. Je pense à cet autre rêve d'une femme où il s'agit également d'un sac. Elle s'apprête à sortir, elle cherche son sac partout, elle ne le trouve pas, et ça dure, et ça dure. Quelqu'un lui dit alors, tu viens, on doit y aller, et elle ne trouve toujours pas son sac. Et puis elle s'aperçoit que sur le balcon, il y a un jeune homme qui a l'air un peu racaille, et qui a son sac. C'est le quelqu'un qui lui a volé son sac. Alors elle récupère son sac, elle est très en colère qu'on le lui ait volé, mais elle l'a récupéré, c'est bien, elle regarde dedans, il n'y a rien. Exactement comme dans l'autre femme qui récupérait son sac avec rien dedans. Et pourtant là, elle dit que s'il y a quand même un quelque chose. Eh bien, ce quelque chose, elle a beaucoup de difficultés à le décrire, elle ne sait pas ce que c'est, elle oublie. Enfin, j'ai déjà lui demandé ce que c'était que ce sac, elle me dit la féminité, et ensuite je lui demande mais qu'est-ce que c'est ce truc qui est quand même resté dans le sac malgré qu'on vous ait volé tout le reste? Elle dit la masculinité. Bon, faut pas être grand clair pour comprendre le sac, donc la féminité comme un ventre, ce qui attend quelque chose pour le remplir, et puis ce qui est resté quand même dedans, un phallus. Peut-être que une femme aurait répondu spontanément un enfant, étant donné qu'il y a l'équivalence, effectivement, enfant-phallus. Il n'y a pas de phallus, mais on peut remplacer par un enfant. Voilà, vous voyez, la similitude des rêves, est, à la fois chez ces deux femmes et chez moi, est confondante. Moi aussi, j'ai eu des rêves de sacs que j'avais perdus et que je retrouvais, et il manquait des choses dedans. Même chose, exactement. Tout se passe comme si, en fait, la problématique de la différence des sexes, vécue comme castration, était quelque chose qui circulait dans les deux sexes.
pas un truc spécifique du tout de la femme ou de l'homme. La seule chose qui est un peu spécifique, c'est dans la modalité. Une femme attendra plutôt un enfant, puisqu'elle aura constaté que le phallus, c'est pas possible d'aller le chercher effectivement dans le ventre de maman. Mais moi, je continue à aller le chercher, bien que j'ai compris depuis longtemps que c'était inutile. Le fait d'en avoir un ne me protège absolument pas de la castration et de l'angoisse de castration, même si à force de faire des rêves comme ça, mon mal à l'œil a été supprimé et je me contente des rêves, ça va très bien. Quand on symbolise par les rêves, ça évite d'avoir des symptômes. Si les femmes peuvent rêver exactement dans les mêmes modalités que les hommes aussi peuvent rêver dans les mêmes modalités que les femmes. Entre autres, j'ai fait un rêve un jour qui m'a épaté, où je voyais mon corps couvert de trous, mais des trous grands comme ça, hein. Et ils étaient bouchés, ces trous, par de très beaux bouchons, visiblement en bois verni, peut-être même un acajou verni, quelque chose de magnifique. Ces bouchons étaient évidemment des phallus, mais ce que j'ai vu à la base de mon corps, c'est qu'il était plein de trous. J'avais un corps parfaitement féminin, et le bouchon très beau, on retrouve là la nécessité de l'esthétique, vient boucher l'angoisse de castration, vient boucher le trou. À propos de symptômes, je pense à cette jeune femme qui souffrait vraiment beaucoup, beaucoup. Elle avait mal partout, tout le temps. Un truc absolument horrible, insupportable. Elle a fait un paquet de rêves où elle se découvrait quelque chose sous la peau. C'était soit une perle, soit un caillou. Elle a rêvé aussi qu'elle avait un poil dans le dos. Et un jour, elle a rêvé que son copain était sollicité par un autre copain pour lui faire une fellation, sachant qu'il s'agissait, dans cette fellation, de retirer les cailloux que son copain avait autour de la bite. C'est une espèce de collier de cailloux, de petits cailloux autour de la bite. Et là, elle comprend le rapport avec les nombreux cailloux qu'elle s'était trouvés, cailloux ou perles qu'elle s'était trouvés sous la peau, en rêve toujours, et avec le poil qui poussait dans le dos, toujours quelque chose en plus qui venait sur le corps à n'importe quel endroit. Hein. C'était donc le phallus. Hein. Elle désirait avoir ce fameux phallus qui était perdu à la naissance, et il réapparaissait sous cette forme incongrue de perles, quelque chose de précieux, des bijoux donc, bijoux de famille, c'est comme ça qu'on dit. Et ce collier autour du phallus du copain dans le rêve faisait effectivement comme un bijou, même si c'était seulement des cailloux. Un collier, c'est un bijou. C'était en effet comme un mal qu'il fallait retirer, parce que le mal en question, c'était je n'arrive pas à me faire à l'idée de la castration. Donc j'ai encore des cailloux, des bijoux sous la peau, un peu partout, un poil qui me pousse dans le dos, etc. C'est des choses que j'ai rencontrées dans des rêves d'autres femmes aussi, qui se voyaient littéralement une bite dans le dos, ou sous les bras, ou n'importe où. Hein. Ce que Freud avait appelé l'envie de pénis. Moi je dis phallus parce que dans ce cas-là, c'est toujours du phallus dont il est question. C'est pas l'organe anatomique, mais c'est l'organe en tant qu'il manque, en tant qu'il est désiré parce qu'il manque. Hein. Et on a vu que chez un mec, moi en l'occurrence, c'est pas parce qu'il est là qu'il ne manque pas. Hein. Je dois toujours aller le rechercher dans le ventre de maman où je l'ai oublié. Pour ce qui est des rêves de sac, par exemple, j'ai fait celui-ci où je suis sur la pente d'une colline avec du gazon et je ramasse tout ce que je trouve par terre. Je sais pas quoi, c'est pas précisé. Et puis finalement, je trouve un sac. Et même, je trouve un deuxième sac que je trouve extrêmement élégant. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur des deux sacs. Eh bien, il y a des affaires à moi, mais aussi des affaires à quelqu'un d'autre. Alors je me dis que je pourrais embarquer toutes ces affaires-là, puisque je les ai trouvées. Puis à la fin, je me dis que c'est quand même plus éthique de ne garder que mes affaires à moi. Eh bien, là, l'interprétation est toujours aussi claire, à savoir la pente gazonnée, le gazon
C'est ce que Josiane Balasco avait appelé le gazon maudit, c'est-à-dire le pubis féminin, et plus précisément le pubis maternel, puisque là, je monte dessus comme si j'étais un tout petit bébé, et plus exactement, un phallus, hein, phallus de la mère. Mais je trouve quoi? Un sac. C'est-à-dire, c'est aussi toujours le truc que j'ai perdu, mais je le retrouve. Voilà. Et c'est un sac, c'est-à-dire quelque chose de féminin, avec quelque chose dedans. Et si je trouve deux sacs, dont un que je trouve particulièrement élégant, c'est qu'il s'agit du sac d'une femme, qui effectivement, c'était une analysante qui m'avait dit qu'elle m'avait fait remarquer le nouveau sac qu'elle avait acheté. Et je l'ai gardé dans ma tête sans me rendre compte. Et prendre ses affaires dans son sac, c'est témoin d'un désir de relation sexuelle avec elle, hein. Mes affaires, mon phallus, dans son sac. Voilà. Mais même dans le rêve, le surmoi veille, et je trouve plus éthique de garder seulement mes affaires. Effectivement, on ne couche pas avec les analysantes. Alors, il peut y avoir des sacs élégants, et ça c'est l'esthétique qui vient en voile de la castration, mais il peut y avoir des sacs poubelles, parce qu'il se trouve que les organes génitaux sont proches des organes excréteurs, et qu'il y a une collision des deux qui font que les enfants ne font pas la différence. Le caca qui est obtenu tous les matins sur injonction de la maman, qui est obtenu dans le pot, c'est finalement comme un phallus qui se détache, hein. Et c'est ce qui fait, et ça doit être jeté à la poubelle. Et donc, par exemple, j'ai fait ce rêve où j'entends que je suis videur de planète. Ça s'exprime comme ça. J'ai une poubelle dans ma chambre qui est une poubelle spéciale planète, paraît-il. Et voilà qu'on frappe à ma porte et qu'une femme arrive pour me confier sa poubelle, qui est sa poubelle planète, en me disant « il paraît que vous êtes le videur de planète ». Effectivement, une femme qui me confie sa poubelle dans un rêve, c'est que j'ai désir que cette femme me confie sa poubelle, c'est-à-dire son vagin, mais confondu par mes restes infantiles avec l'anus, la poubelle. Si c'est dit videur de planète, c'est parce qu'il y a beaucoup de préoccupations écologiques aujourd'hui sur le fait qu'il faudrait nettoyer la planète. Bon, et ça rejoint les préoccupations enfantines de maîtrise des sphincters, hein. Et donc ça me permet de mettre en rêve sur un plan politique, ce qui est une façon, elle aussi esthétique, de se défendre de la poubelle. C'est là où la poubelle a une fonction esthétique, elle aussi, celle de se débarrasser de ce qui n'est pas esthétique, de ce qui est sale. Et j'ai entendu des femmes me raconter aussi sur le divan que quand elles faisaient l'amour, elles avaient l'impression d'être la poubelle de leur compagnon, puisqu'ils faisaient quelque chose qui ressemblait à un pipi à l'intérieur d'elles-mêmes. Hein, c'est toujours pareil, ce sont des fantasmes enfantins qui reviennent en un lieu adulte où ils n'ont pas forcément leur place. Et pourtant, ils sont là, parce que c'est très très fort, ces premières impressions, et qui font que un enfant ne peut pas imaginer ce que c'est que le sperme. Par contre, le pipi, ça, il l'imagine, c'est tous les jours qu'il fait pipi. Et donc, pour beaucoup d'enfants, si ce n'est tous, l'acte sexuel, quand il commence à avoir une vague idée, c'est faire pipi dans le ventre de maman. Et donc, ça fait que du ventre de maman une poubelle, effectivement. Ou une cuvette de WC, si on veut. Bon, ce qui est pas très drôle à vivre non plus, si on croit au fantasme au pied de la lettre, hein. Donc, il vaut mieux l'interpréter, donc interpréter les rêves, pour comprendre qu'il ne s'agit que d'un fantasme enfantin et pas d'une réalité. Alors il y a aussi cette idée qu'on entend souvent, qu'on peut lire chez Freud, qu'on peut lire chez Lacan. Il n'y a pas de représentant du sexe féminin dans l'inconscient. Bon, c'est une formule qui demande à être expliquée. Il n'est pas sûr que ni Freud ni Lacan ne l'aient expliqué comme je vais l'expliquer. Dans ce dont je me rends compte dans les rêves, c'est que le phallus reste le repère fondamental dans la différence des sexes. Toujours pareil pour les enfants.
et pour l'inconscient qui est l'infantile en nous. C'est-à-dire il y a ou il n'y a pas. C'est plus-moins. Il y a le phallus, il n'y a pas le phallus. Et s'il n'y a pas le phallus, c'est une castration. Voilà ce que c'est pour le fantasme. Ça laisserait supposer qu'il n'y a que du phallus dans l'inconscient, qu'il n'y a pas de représentant du sexe féminin. Et pourtant, il y en a. Je viens de parler des sacs, je viens de parler de la poubelle, je peux parler du hangar, de la maison. Tiens, au fait, j'ai oublié de dire tout à l'heure que la maison dont j'essayais de sortir, ce que je représentais là, c'était une naissance par le trou en bas de la maison, c'est-à-dire en bas de la maman, et avec cet auvent au-dessus, je supposais que la maman était non castrée, elle avait un phallus, évidemment, puisque j'en ai un. Je construis Dieu à mon image, c'est-à-dire une femme à l'image d'un homme, évidemment. Mais avec ce risque de la castration. Et donc, cette maison, ce trou dans le bas de la maison, c'est aussi une représentation du sexe féminin. Donc il y a des représentations du sexe féminin dans les rêves, bien que ça soit le phallus qui soit la référence pour les deux sexes. Et si on maintient cette idée qu'il n'y a pas de représentation du féminin dans l'inconscient, c'est parce que tout simplement il s'agit d'un trou. Et qu'un trou suppose un bord. On ne peut représenter un trou que parce qu'on représente les bords. Sinon, le trou lui-même, c'est l'absence comme telle. C'est l'absence de représentation. Donc on est obligé de mettre des bords, et un phallus, comme dans mon rêve de l'auvent en béton, c'est un bord du trou. C'est pour ça que les pieds aussi sont très souvent là dans les rêves, les pieds ou les chaussures, et le fétichisme du pied et le fétichisme de la chaussure, parce que ce sont des substituts du phallus. Pourquoi ? Parce que c'est le bord du sexe. Les deux jambes étant les prolongements du sexe, et les pieds, les prolongements des jambes. Plus on est loin, mieux ça vaut, pour ne pas voir qu'il s'agit du sexe féminin. Souvent les gens interprètent aussi les chaussures comme étant des vagins, puisque le pied rentre dedans. C'est comme on voudra, puisqu'on voit que ça circule, l'équivalence vagin-trou, un peu comme ce que certains physiciens appellent les excitons. C'est assez curieux qu'il l'ait justement appelé comme ça, un exciton. C'est un couple fait d'un électron et d'un trou dans un semi-conducteur. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps en écoutant France Culture. Et donc, le couple trou, c'est-à-dire vide électron, finit par fonctionner comme si c'était une particule en elle-même, qui circule partout. C'est-à-dire chaque électron a son trou attitré. C'est marrant que ça fonctionne un peu pareil, si ce n'est tout à fait pareil, que ce qu'on constate dans l'inconscient pour la sexuation. Mais ce n'est qu'une analogie. Ce n'est pas parce que les excitons ont cette définition que nous l'appliquons à la psychanalyse et à l'inconscient. C'est juste le constat d'une analogie. Alors, le phallus dans les rêves ne ressemble pas toujours à un phallus. Freud avait fait le catalogue de tout ce qui peut être entendu comme phallus, alors les cigares, les zeppelins, les os, tout ce qu'on voudra, mais aussi pourquoi pas un chapeau, pourquoi pas un sac. À partir du moment où il manque, où il a été oublié, où il a été volé, eh bien c'est de l'ordre du phallus. Même si il devient en même temps un représentant du sexe féminin, c'est-à-dire un vagin. De toute façon, dans les deux cas, il est investi de la libido. La libido, c'est quoi ? C'est le manque. Dans le manque, parce qu'il y a du manque, il y a du désir. Voilà, la libido, c'est pas autre chose que ça. Et ça circule comme les courants électriques dans les semi-conducteurs. Voilà. Parce que justement, ces semi-conducteurs, ça conduit pas toujours. Ça conduit parfois. Et il y a des difficultés entre l'électron et le vide, entre le phallus et l'absence de phallus, représenté par un sac, par une poubelle, etc. Quand un sac a été perdu ou volé, du fait qu'il manque, il prend une valeur phallique. Et c'est comme ça que le sexe féminin prend une valeur phallique lui aussi. Et le vide reste le vide,
qu'on ne peut pas représenter. Ceci dit, dans les représentations, il y a donc d'autres représentations que ce qui peut ressembler à un phallus. J'ai parlé de l'avion aussi, hein. Ça marche beaucoup. Le vélo, et après tout véhicule. Parce qu'un véhicule, c'est ce qui nous meut, comme le courant électrique, comme le désir qui nous meut vers l'objet du manque. Ça nous meut vers l'objet du manque, parce que si les femmes souhaitent avoir un phallus, qu'elles peuvent trouver chez un homme, ou trouver chez un homme la possibilité de remplir le sac en question, c'est-à-dire faire un enfant, elles courent toujours après le phallus de cette façon-là. Les hommes courent aussi après le phallus, mais eux, ils courent après les femmes pour se prouver qu'ils ont un phallus. Quoi de plus efficace pour se prouver qu'on a un phallus, de lui restituer sa fonction. Sa fonction, c'est de remplir le trou. Éventuellement de faire des enfants. Mais ça, c'est très subsidiaire chez un homme, alors que c'est fondamental chez une femme. Ça fait partie des modalités qui font que de ce côté-là, ça diffère. Mais ça diffère à partir, vous voyez, d'une même structure. Cette structure qui cherche le phallus comme objet du désir. Petite parenthèse, là, Lacan a remplacé le phallus comme objet du désir par l'objet petit a. Bon, ce qui efface complètement cette idée que l'on trouve quand on cherche dans l'inconscient que c'est du phallus dont il est question comme objet du manque, même s'il est un sac, c'est-à-dire finalement un sexe féminin. Hein, ce qui manque, c'est ça. Et c'est pas un objet. Si c'est une absence, ce n'est pas la présence d'un objet. Et donc, c'est peut-être plus politiquement correct de parler de l'objet petit a. Ça permet d'éviter de parler de cette horreur qu'est la castration. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'y revenir. J'y suis revenu après avoir cru en l'objet petit a pendant au moins 30 ans. C'est parce que je constate que c'est du phallus que parlent les rêves, chez les hommes comme chez les femmes, et non pas de l'objet petit a, qui est une pure invention théorique, intellectuelle. Bien, je voulais en venir à ces représentants du phallus qui ne ressemblent pas à du phallus. Par exemple, dans ce rêve, où je fais partie d'une troupe de théâtre, et on est en train de répéter une pièce, et l'argument de la pièce est le suivant. Un écureuil tente de casser une noix ou une noisette avec un marteau. Et il n'y arrive pas, en tapant dessus, pouf, la noix gicle, et c'est quelqu'un qui vient se la prendre dans la figure. Qu'est-ce qu'on rigole? Et après, c'est une de mes ex qui doit prendre le relais, c'est-à-dire prendre le marteau et essayer de casser la noix. Et après, c'est tout le monde à tour de rôle qui essaie de prendre le marteau pour casser la noix. Bon, vous voyez, on retrouve l'expression bien connue en français, c'est-à-dire casse-couille, et du fait qu'une femme peut être casse-couille, justement, parce que du fait même de son anatomie, elle porte l'idée que ça pourrait me casser les couilles si je ne parviens pas à prouver que je peux me servir de mon phallus. Je dis ça pour moi, c'est vrai à peu près pour tout le monde qui essaie de se prouver que, bon, voilà. Et ma tentative dans le rêve, c'est une tentative de symboliser la castration, de symboliser le fait de casser les couilles. Hein. Ce que l'artiste Michael Cheval a très bien représenté avec cette peinture, où l'on voit cette très belle jeune femme sortie du lac des Cygnes, semble-t-il, et qui veut supprimer un poussin dans l'œuf, avec un smash formidable, c'est aussi une casse-couille. Hein. C'est de ça dont il s'agit. Donc, le phallus peut être représenté aussi par les couilles, par métonymie. Et je viens de voir un film français qui s'appelle Volontaire, qui raconte l'histoire d'une femme qui veut faire absolument comme les mecs, et qui pour ça s'inscrit, malgré ses super diplômes en langue, en russe et en anglais, elle s'inscrit dans les commandos de marine. Et donc il faut faire une formation extrêmement dure. On lui dit d'abord c'est que pour les mecs,
mais elle insiste, elle veut la faire quand même, et elle la fait, elle y parvient à force de volonté, c'est pour ça que le film s'appelle Volontaire, hein. Elle veut faire comme les mecs qui sont les plus balèzes et les plus baraqués de l'armée française, malgré qu'elle soit toute petite et toute menue, qu'elle soit jolie et qu'elle veuille rester une femme. On nous montre qu'elle a ses règles, ce qui est peut-être un événement unique dans le cinéma mondial. Pour une fois, on parle du fait que les femmes ont des règles, et ça la gêne pour être à l'heure à la cérémonie du lever des couleurs. Et dans cette histoire, euh, elle tombe plus ou moins amoureuse, et c'est réciproque, mais d'une manière hyper discrète, de son supérieur hiérarchique, qui lui a toujours deux mandarines placées sur son bureau. Alors ça pourrait paraître trop gros, ou anodin, c'est selon les dispositions d'esprit qu'on a, mais comme j'ai une disposition d'esprit psychanalyste, je vois tout de suite une paire de couilles. Effectivement, c'est lui l'homme, c'est lui le supérieur, c'est lui qui en a. En même temps, il fait 2 ou 3 fois son âge, c'est donc lui qui est en position de père, et c'est lui qui en a, donc, des couilles. Donc, pas du phallus, mais des couilles. Mais ça revient au même par métonymie. Et au début du film, un de ses compagnons aspirants, en discutant, joue avec une mandarine, comme ça, il jongle un peu, et à un moment de la discussion, comme ça, pour jeu, il lui jette la mandarine et elle l'attrape. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'elle est là pour attraper des mandarines, pour attraper des couilles. Et en effet, vers la fin du film, quand le dit supérieur hiérarchique se sera aperçu qu'il est quand même attiré par cette jeune femme très jolie, il va dans son bureau, alors qu'elle est justement en train d'en chier comme une russe, à, à faire les exercices avec les apprentis commandos de marine. Il passe délicatement sa main sur le dossier de sa chaise, comme si c'était une caresse par métonymie, et sa main s'attarde sur le chouchou qu'elle a laissé sur la table, qui est un trou, représentation de son sexe, et si on n'y prend pas garde, on voit les pots de mandarine qui sont un peu plus loin sur le bureau, qui nous font dire qu'elle a bouffé la mandarine. C'est-à-dire soit elle se l'est incorporée, elle est effectivement devenue un mec, et effectivement elle est absente parce qu'elle est en train de prouver qu'elle est aussi forte que les mecs, soit elle est casse-couille, comme la ballerine tenniswoman de Michael Cheval. Et c'est pour ça que, à mon avis, c'est pour ça que ce commandant, qui s'appelle le commandant Rivière, à ce moment-là prend sa retraite, pour éviter la confrontation avec la castration, c'est-à-dire avec une jeune femme, c'est-à-dire avec le désir. Avec le désir, c'est-à-dire avec la castration. Ce dont la jeune femme sera très triste, mais bon, c'est comme ça. Le désir, c'est le désir, et parfois on préfère rester dans le manque plutôt que de combler le manque. Alors, le phallus, comme bouche-trou, peut lui-même présenter un trou. C'est là où c'est encore plus drôle. Ce qui m'a mis sur cette piste, ce sont des rêves, comme toujours. Alors, à commencer par le rêve suivant. Je me vois avec des instruments de reproduction du son. C'est dit comme ça dans mon rêve, et c'est pas précisé quoi. D'ailleurs, je ne vois pas quoi. On dit instrument de reproduction du son. Et mes parents ou des amis sont partis en emportant la pochette d'un disque. Et je reste avec le disque à nu. C'est comme ça que c'est dit dans le rêve, hein. Le disque n'a plus sa pochette, il est à nu. C'est un disque 45 tours comme il y en avait quand j'étais gamin, hein. C'est-à-dire un disque noir avec un gros trou au milieu. Et donc je me demande comment je vais faire pour récupérer la pochette de ce disque, non tellement pour la pochette que pour l'autre disque qu'il y a dans la pochette, parce que c'était une pochette de disque comme on en vendait à l'époque, il pouvait y avoir deux disques à l'intérieur, et donc là j'en ai gardé un, et la pochette est partie avec l'autre. Et voilà, ce qu'il faut entendre dans instrument de reproduction du son, c'est instrument de reproduction.
C'est donc du sexe dont il est question. Et ce disque noir avec un trou au milieu, c'est le phallus avec un trou au milieu. Alors vous voyez qu'il manque, parce qu'il y a un disque qui est parti, et je voudrais bien le récupérer, mais le disque que j'ai moi-même, puisque je sais que j'en ai un, eh ben il a un trou. Ce qui est normal pour un disque, ce qui est moins normal pour un phallus. Mais c'est pourtant de ça dont il s'agit. Et puis il y a cet autre rêve, là ça se présente sous une autre forme encore, c'est la forme du vélo. Je fais du vélo et je m'aperçois que les freins sont bien mous, c'est-à-dire que je risque l'accident, je ne peux pas freiner. Et donc je rentre à la maison et je demande à mon père s'il connaît un réparateur de vélo qui pourrait me refaire les freins. Il n'en connaît pas, mais à ce moment-là, je vois une boutique sur la colline en face qui ressemble à une boutique de réparateur de vélo. Il y a des roues, il y a des pneus dans la vitrine, donc j'y vais. C'est une colline herbue où on reconnaît tout de suite le mont de Vénus, évidemment, c'est-à-dire la toison pubienne. C'est encore chez ma maman que je vais chercher quoi, ce qui manque à mon vélo. Mais si mon vélo, c'est déjà le phallus, c'est-à-dire ce que je mets entre les jambes, il y manque quelque chose, et là, c'est des freins. Des freins, c'est-à-dire quelque chose qui ralentit la marche du vélo, c'est-à-dire quelque chose qui est équivalent au trou dans le disque. De toute façon, c'est équivalent au trou dans le disque, au sens où ça manque. Et il se trouve que dans mes pérégrinations sur la colline, je rencontre des enfants qui ont volé une boîte, et la boîte s'ouvre brusquement, et il en tombe des tas de petits cylindres de verre, c'est-à-dire des cylindres transparents, qui ont à peu près la taille d'un phallus. Et effectivement, vous voyez, ça a été volé. Alors ils les ont, parce qu'ils les ont volés, ces garçons, qui sont d'ailleurs habillés dans la mode des années 50, comme quand j'étais petit. Et ils l'ont volé, mais ils ne l'ont pas volé, ils le perdent à nouveau parce que la boîte s'ouvre brusquement et les phallus se répandent par terre. Enfin, ces petits cylindres. Et en plus, ils sont transparents. Ils sont transparents, c'est-à-dire comme ce qu'on pourrait imaginer d'un phallus féminin. Et les femmes n'ont pas de phallus, c'est juste parce qu'on ne les voit pas. Mais il est là. C'est ça l'idée. Donc c'est l'idée aussi d'un phallus auquel il manque le phallus lui-même, puisqu'il a cette propriété d'être transparent. Donc vous voyez qu'il y a un surmoi qui me dit j'ai besoin de frein, en même temps c'est un désir de frein. Tout comme le phallus est limité dans son être de phallus par le trou au milieu du disque. Il y a donc une sorte de double surmoi là, qui concerne à la fois le phallus en tant qu'il manque au corps et le phallus en tant qu'il a un manque à l'intérieur. Alors tout ça m'a amené à une représentation imagée, une représentation graphique qui donne un peu l'ossature, la structure de tout ce que je viens de raconter à propos de la castration. En même temps, c'est une structure de l'appareil psychique. Imaginons un repère orthogonal, ou orthonormé, comme on voudra, c'est-à-dire un axe qui en coupe un autre. On va dire que l'axe 1, c'est la mère, l'axe 2, c'est le père. Quand le père rencontre la mère, au point de contact, on l'appelle O pour origine, comme dans tous les problèmes de géométrie analytique. C'est mon origine, quand mon père rencontre ma mère. À ce moment-là, se produit une découpe dans la surface qui est repérée par le père et la mère, la surface de la vie, quoi. Et cette découpe un peu hésitante, comme ça, à un moment, elle se retourne sur elle-même. Elle se retourne sur elle-même, comme ça. Pourquoi ? Parce que le petit enfant, à un moment, comprend que tout ce qu'on raconte de lui, c'est lui. La maman qui dit « Ah, bébé, il va se coucher. Ah, ben, bébé, il va manger. Ah, ben, bébé, il va aller se coucher. Il va faire son caca où il faut, dans le pot, etc., etc. » Donc, on parle de lui. Donc, il se rend compte que ces choses qui découpent la réalité, au fond, découpent quelque chose dans la réalité qui est lui-même.
ce dont on lui parle. Ce dont on lui parle et qui semble faire beaucoup plaisir à maman. Maman qui dit ah mon bébé ragounia ragounia risotto risotto chatouillis chatouillis, enfin tout plein de jeux que font les mamans et les bébés, parfois les pères, moins souvent, mais qui font que le bébé se rend compte qu'il est l'objet de la jouissance de l'adulte. En ce sens-là, ça confirme bien qu'il est le phallus de l'adulte, spécialement le phallus de la mère, puisque les mères ont plus d'appétence pour s'occuper des enfants, en tant que justement l'enfant est venu pour remplacer ce phallus. Et donc, ces indices qui lui viennent de la réalité, qui lui viennent de l'autre, font que la coupure se recoupe. Les indices se recoupent, comme dans une enquête où le détective ramasse plusieurs bouts d'indices ici et là, et à un moment, il dit « Ah, l'assassin, c'est moi. C'est-à-dire celui qui est à la recoupe de tous ces indices. Et notamment l'indice du miroir, quand l'adulte dit à l'enfant « Tu vois, voilà, c'est toi ». Et c'est toujours pareil, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de rigolade. Si c'est dit avec une tête d'enterrement, c'est toi, c'est toi, je t'ai trouvé dans une poubelle, ça je l'ai entendu un bon nombre de fois, des gens qui disaient que quand ils étaient petits, ils avaient demandé d'où ils venaient, l'origine, et on leur a répondu, je t'ai trouvé dans une poubelle. Où on retrouve la poubelle de mon rêve dont j'ai parlé plus haut. Hein. Curieusement, ça se dit beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Je l'ai entendu assez souvent. Et donc, ça dit quelque chose de l'origine, mais là, c'est l'origine de l'image, c'est-à-dire l'idée que j'existe. J'existe grâce à cette image qui est une image fermée, elle a un contour fermé, ce n'est plus quelque chose qui est éclaté, éparpillé dans l'environnement, les indices se recoupent, ce que dit maman, c'est toi, se recoupe avec ce que je vois visuellement, c'est moi. Et donc ceci, la coupure, parce que c'est une coupure, hein, c'est pas un trait, c'est pas un dessin, je le représente par un dessin, mais c'est une coupure, la coupure se recoupe, et il en tombe donc une rondelle pleine, qu'on va appeler à la fois l'image de moi et effectivement le phallus de la mère, puisque ça fait tellement plaisir à maman de à la fois cette image et tout ce qui se passe dans la vie quotidienne. Donc l'image de moi est équivalente à une image du phallus, ce qu'on va appeler le moi idéal chez Freud. Et puis, je constate, parce que la coupure continue, coupure dans la surface jaune, je constate qu'elle fait à nouveau un tour, parce que je continue à chercher des preuves de moi-même, ou des preuves de ce que j'ai un phallus. Et ces preuves se recoupent à un nouveau moment, découpant une nouvelle couronne. Cette fois, c'est une couronne, c'est plus une rondelle, parce qu'elle est trouée au milieu par le trouage de la première rondelle. Et donc, c'est cette structure de couronne qui va constituer la structure de moi. Je suis moi parce que je manque. Et je manque doublement, je manque de la surface réelle d'où j'ai été découpé, et je manque du phallus qui est découpé de moi. Le phallus lui-même étant troué, comme mon disque ou comme mon vélo sans frein. C'est-à-dire qu'il y a toujours du manque, y compris dans l'objet qui manque. Donc on ne s'en sort pas. On est obligé de continuer, justement. C'est ça le désir, qui continue de propulser cette coupure, la poussant à couper de plus en plus de couronnes qui vont étoffer le moi. Bon, le moi est une surface. Ça, c'est Freud lui-même qui le disait, mais c'est cette surface, mais trouée doublement, à l'intérieur et à l'extérieur. L'extérieur reste en place sous la forme du réel, c'est cette surface jaune, qui est quoi? La représentation graphique, des non-représentations, des sensations que j'ai pu avoir avant de parvenir à une image de moi, avant de parvenir au langage. Je n'ai donc pas de mots pour ça, mais ça manque. Et cette chose, ce trouage au milieu, pour lequel j'ai un mot pour ça, c'est le phallus. Le phallus qui manque, sachant que le phallus lui-même manque, et que, en tant que phallus, je manque à maman. Tout ça
entraîne la circulation du désir, donc la continuation, qui n'a aucune raison de s'arrêter, de découper sans arrêt de nouvelles couronnes à cette surface. Et plus je découpe, plus j'augmente la surface du trou, c'est-à-dire plus j'augmente le refoulement. C'est logique. C'est-à-dire je deviens différent, à la fois toujours le même, et en même temps différent au fur et à mesure que j'avance en âge. Voilà, j'en terminerai sur cette représentation graphique qui vaut ce qu'elle vaut et qui a déjà été remaniée pas mal de fois dans mon histoire et que je me laisse la possibilité de remanier dans l'avenir. Non, encore quelques précisions pour comprendre ce schéma. Alors vous voyez que c'est juste question de phallus troué. J'en ai mis 3, il peut y en avoir une infinité, c'est toute la vie. Hein. Et ça reflète bien cette histoire de la couronne rouge qui représente le phallus en tant qu'il tombe, qu'il est castré, et la trouure au milieu qui indique que le phallus lui-même est castré. Hein, ça renvoie à ce que j'ai raconté du disque qui est troué, qui est perdu mais troué, et du vélo auquel il manque les freins, ou encore du sac qui est perdu, mais dont le contenu est aussi perdu, tout en n'étant pas perdu, puisqu'on le retrouve par moments et se repère, et ainsi de suite. Et puis, en haut, vous voyez que j'ai indiqué 2 surmois, ce sont les 2 limites de la couronne, une limite interne correspondant au surmoi qui provoque le refoulement proprement dit, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec le phallus, la castration, la sexualité, et puis la couronne extérieure qui représente au réel, c'est-à-dire le refoulement originaire, ce qui n'est jamais parvenu à l'état de représentation. Vous voyez que le réel, c'est cette surface jaune qui n'a pas de limite. On ne sait pas ce que c'est, on ne peut rien en dire. Vous voyez aussi que j'ai indiqué la différence entre le moi et le sujet. Le moi, c'est la surface verte trouée. Le sujet, c'est ce qui fabrique la trouure, c'est-à-dire la découpe, hein, qui continue à découper dans le moi d'un côté et dans la surface du réel de l'autre. C'est cette coupure qui ne cesse pas d'avancer, c'est cette dynamique le sujet. C'est la fonction dont le moi est l'un des produits et la réalité l'autre produit. Et le ça, c'est également un produit de cette coupure, puisque c'est ce qui en tombe. Le ça étant l'ensemble de tous les phallus coupés du corps. Enfin, dernière précision, vous voyez que la coupure interne autour de la castration originaire continue de tourner à l'intérieur de la couronne dite du moi, et donc cette trace d'une coupure à l'intérieur du moi, c'est ce qu'on peut appeler le symptôme.